Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. À la une de l'édition nationale, les intempéries en Corse. Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'île. Les habitants sont invités ce soir encore à rester confinés chez eux. Et d'abord, place à l'actualité en Provence-Alpes avec ce procès d'une assistante maternelle à Gap. Elle est soupçonnée d'avoir secoué 2 bébés. Les faits remonteraient à 2012. Également jugés à partir de demain à Aix-en-Provence, les auteurs présumés du meurtre d'un mineur. La victime, 17 ans, avait été abattue à la Kalachnikov en 2011 à Marseille. Ses parents nous ont accordé un entretien exclusif. Enfin, quelle solution face à la perte d'autonomie? Un salon dédié aux personnes à mobilité réduite se tient jusqu'à demain soir à Marseille. L'occasion de découvrir le matériel médical dernier cri. On y attend 10 000 personnes. Je vous le disais, une assistante maternelle comparaissait cet après-midi à Gap pour violence sur mineur. Elle est soupçonnée d'avoir secoué 2 bébés qu'elle gardait. Reportage au tribunal de Mekioussa Boudjema et Léo Santofanti. 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, mais ces 6 mois seront aménagés. Donc pas question pour Nathalie Martineau d'aller derrière les barreaux. Mais 30 mois avec sursis, ça veut rien dire. Soit on a violenté un nourrisson et c'est la cour d'assises, soit on n'a jamais touché un enfant et c'est la relaxe. Il n'y a pas de demi-mesure. 30 mois, ça ne veut rien dire du tout. Et cette demi-mesure fait qu'effectivement, on était dans l'embarras. Et quand on est dans l'embarras, on relaxe. Pour les parents des 2 enfants victimes, âgés de 4 et 7 ans aujourd'hui, le jugement est en revanche un apaisement. L'important, c'est qu'une déclaration de culpabilité soit intervenue. La peine, de toute façon, ne serait qu'une maigre consolation pour les parents qui, comme je l'ai plaidé, doivent faire face au quotidien, aux souffrances de leurs enfants, encore pendant de longues années. Mais la déclaration de culpabilité était l'élément attendu au-delà de toute peine prononcée par le tribunal. Tout au long de l'audience, l'avocat de la défense dénonce une procédure à charge. On a jugé très vite une affaire très compliquée, qu'il fallait d'autres expertises, qu'il fallait explorer des pistes qui n'ont jamais été explorées et que l'assistante maternelle, c'est une coupable facile. Il est facile de dire qu'un dossier est lacunaire. Lorsque l'on n'apporte rien et qu'on ne demande rien au juge d'instruction, on ne peut pas venir reprocher ensuite son travail. En plus de sa condamnation, l'assistante maternelle a interdiction définitive d'exercer une quelconque profession en rapport avec des enfants. Nathalie Martineau compte faire appel de ce jugement. Quant aux 2 jeunes victimes, elles gardent aujourd'hui des séquelles, troubles psychomoteurs et visuels. Autre affaire, celle de cet ancien gendarme réserviste accusé d'avoir tué 2 femmes à 6 ans d'intervalle. Les victimes habitaient toutes 2 les quartiers nord de Marseille. L'homme comparé depuis ce matin devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Son ADN a été retrouvé sur les 2 scènes de crime. Jean-François Georgietti, Ali Martinique. Abdelkader Amrani avait 2 vies. D'un côté, il habitait dans une maison dans le Var avec sa compagne et ses 2 enfants. De l'autre, à Marseille, il avait une activité soutenue sur des sites de rencontres, notamment libertins. L'accusé et l'une de ses victimes chattent quelque temps sur Badoo. Finalement, Marina Chiampi ne donne pas suite. Et pourtant, lors de la découverte de son corps, les enquêteurs trouveront l'ADN de l'ancien gendarme. Pour l'avocat de la famille de l'une des 2 victimes, aucun doute, l'accusé est coupable. Sur les 2 scènes de crime, les policiers trouveront une pince à linge. Ce détail intrigue le défenseur d'une des 2 familles. Pour moi, c'est une signature. Alors après, on verra bien avec les experts psychiatres, psychologues, tout ce que vous voulez, ce qu'ils peuvent en dire. Mais je trouve que c'est ce réflexe qu'ont en général les tueurs qui tuent plusieurs fois, ils les aiment signer. Dès l'ouverture de l'audience, Abdelkader Amrani se dit innocent des faits reprochés. L'avocat de l'ancien employé municipal marseillais dénonce des incohérences dans l'enquête et notamment sur les prélèvements ADN faits sur la scène de crime. C'est assez difficile pour un criminel qui, a priori, aurait mis des gants, notamment pour se servir d'un cordon pour étrangler très fortement une de ses victimes, d'expliquer comment ensuite, en allant se laver les mains, et on se demande pourquoi, il va laisser son ADN sur un robinet, par exemple. Abdelkader Amrani encourt au maximum la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour et les jurés devraient rendre leur verdict le 2 décembre. Justice, toujours avec cet autre procès en assises qui s'ouvre demain à Aix-en-Provence.
2 jeunes hommes, âgés de 23 et 25 ans, seront sur le banc des accusés. Ils sont poursuivis pour le meurtre d'un mineur abattu à la Kalachnikov en décembre 2011 à Marseille. Les parents de la victime ont accordé un entretien exclusif à Jean-François Georgietti et Xavier Schufenecker. Comment ils peuvent tuer quelqu'un comme ça à 17 ans? Depuis bientôt 5 ans, Samira pleure la mort de son fils. Elle passe beaucoup de temps à regarder la photo de Kamel sur son téléphone. Mohamed, le père, a lui aussi du mal à tenir le coup. Les parents indiquent que leur enfant n'était pas impliqué dans un trafic de drogue. Il a été tué suite à une embrouille avec un ami d'enfance et un petit caïd d'une cité voisine. Mon fils, il a eu une dispute avec Sini, qui était son meilleur ami, qu'il a grandi avec lui du primaire jusqu'au collège. Il y a eu une rivalité, donc ils se sont disputés. Il est parti chercher celui avec qui, 4 mois avant, mon fils s'est disputé aussi. Ils se sont mis à deux. Ils se sont mis d'accord à deux. Ils ont mis mon fils en confiance. Ils lui ont fait croire qu'il n'y avait plus rien, qu'il se pardonnait, qu'il n'y avait plus de rancune. Et qu'à la fin, ils l'ont déposé. Ils ont fait tout le tour du bâtiment. Ils l'ont entendu derrière un camion. Ils lui ont envoyé 27 balles, dont 8 sur le corps, dans le dos. Le 22 décembre 2011, au petit matin, Kamel est tué d'une rafale de Kalachnikov juste devant l'entrée de son immeuble dans la cité de la Castellane à Marseille. L'arme du crime est découverte à proximité du lieu du meurtre. Eddy Tir, présenté comme un petit caïd des cités des quartiers nord, est rapidement soupçonné d'être le tireur. L'avocat du jeune homme, âgé de 25 ans, explique que son client, malgré un casier judiciaire chargé, ne peut pas être désigné comme le coupable idéal. Je pense que je plaiderai l'acquittement à tout point de vue. Parce qu'il y a eu une soirée, mais lorsqu'on va se plonger dans le dossier sérieusement, on va se rendre compte que ce n'est pas évident qu'Eddy Tir ait fait partie de l'expédition. Le procès s'ouvre ce vendredi matin à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le verdict devrait être rendu le 2 décembre. Un important réseau de trafiquants de cigarettes de contrebande a été démantelé sur le port de Marseille. 16 personnes ont été interpellées et mises en examen, parmi elles 2 marins. 1600 cartouches ont été saisies pour une valeur de 100 000 €. On écoute le procureur de la République de Marseille qui explique leur mode opératoire. Les cigarettes étaient transportées à bord d'un ferry. Ce ferry arrivait à quai. Nous avions des personnes qui attendaient à proximité des grilles du port et qui récupéraient les cigarettes qui étaient déchargées du ferry dans des sacs poubelles, pour être très clair, et qui, chaque sac poubelle contenant environ 25 cartouches. Ces cartouches qui ensuite étaient récupérées par des personnes qui venaient sur le quai, qui les balançaient en quelque sorte de l'autre côté des grilles, et donc des voitures étaient ainsi chargées. Par rotation, nous avions ainsi plusieurs centaines de cartouches qui étaient sorties du port. Les chiffres du chômage pour le mois d'octobre sont tombés en pagaille, ils ne sont pas bons. Dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 0,7 points alors qu'il recule à l'échelon national. C'est le Var qui accuse la plus forte hausse, tandis que dans le Vaucluse, le chômage est en très léger recul, moins 0,1 point. Et justement, le ministère du Travail a lancé l'opération Territoire Zéro Chômage. Le but de cette expérimentation est de trouver du travail aux chômeurs de longue durée. Exemple à Jouques dans les Bouches-du-Rhône où depuis 1 an et demi, tous les acteurs locaux sont mobilisés, entreprises, institutions et avant tout demandeurs d'emploi. Nathalie Demier, Frédéric Renard. Jouques, 4300 habitants dont 140 chômeurs de longue durée. Le village va expérimenter sa propre solution contre le chômage. Première étape, les demandeurs d'emploi décrivent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Exemple avec Nicole, secrétaire trilingue. Moi, je trouve ça très stimulant et très motivant et valorisant pour un demandeur d'emploi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de chercher un emploi auquel vous correspondez plus ou moins, mais vous êtes acteur. C'est-à-dire avec d'autres, on regarde quelles sont nos compétences en commun, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quels sont les besoins de la commune. Et avec tout ça, on monte un projet unique, on peut dire. Et ça, je trouve ça vraiment super.
Deuxième étape, recenser le travail. Ce couple a contacté tous les agriculteurs du village pour connaître leurs besoins. Attention, il est interdit de concurrencer les secteurs privés et publics. On pourrait se faire aider pour nettoyer les bords des champs, retaper des vieux murs en pierre. On pourrait avoir même des aides administratives pour des montages de dossiers qui sont des fois assez lourds pour nous. Une entreprise à but d'emploi va être créée. Les chômeurs de longue durée seront embauchés en CDI. Ils rempliront plusieurs fonctions entre une ressourcerie, du tourisme, du débroussaillement. L'éventail est large, le projet fait rêver. On réinvente un peu le rapport à l'emploi, oui. C'est-à-dire que c'est un emploi dans lequel on s'épanouit, dans lequel on a de l'initiative, dans lequel on est écouté, entendu, dans lequel on capitalise sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Oui, l'idée, c'est d'être pas seulement ce système de financement, mais aussi des valeurs partagées et un mode de gestion des personnes et de l'activité. Le fonds d'expérimentation financera l'opération très locale, puisqu'elle est réservée aux chômeurs de Jouques sur la commune de Jouques, avec des clients de Jouques. Politique, alors que se tiendra dans moins de 2 heures le débat du second tour des primaires de la droite et du centre, les militants communistes sont également appelés à voter ces jours-ci. Ils ont jusqu'à samedi pour se prononcer pour ou contre un ralliement derrière la candidature unique de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ce qui signifie pas de candidature communiste. Pour en parler, Jean-Marc Coppola, conseiller municipal communiste Front de Gauche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pour ou contre le ralliement derrière Jean-Luc Mélenchon ? Disons que ça se pose pas tout à fait en ces termes. Ça peut se traduire comme ça, effectivement, mais ce que nous visons, et 95% des communistes l'ont décidé, nous voulons rassembler toutes les forces de gauche disponibles pour gagner et dans l'intérêt des gens, pour déjouer le scénario qu'on nous présente, droite Front National au second tour. Et ensuite, on veut être utile dans cette campagne, on veut contribuer, et la question qui est posée, c'est plus tactique que stratégique, c'est est-ce que l'on choisit un candidat communiste ou est-ce qu'on soutient Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis plutôt en phase avec notre secrétaire national, Pierre Laurent, de soutenir sans ralliement Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui est contre ? On dit que ce sont certains cadres du Parti communiste. Non, il y a un vrai débat, de fond, avec beaucoup de respect, parce que vous savez, ils sont très unis sur le fond, les communistes, ils veulent l'unité de leur parti. Mais après, c'est dans quelle tactique, effectivement, on peut le mieux présenter nos propositions dans l'intérêt des gens. Et donc, il y a un vrai débat. Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution, une option qui soit véritablement satisfaisante. Nous avons soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012. C'est vrai que depuis, il y a quelques aspects qui sur lesquels on peut avoir des divergences. Mais voilà, il n'y a pas d'un côté les identitaires, de l'autre côté ceux qui veulent, brader le parti communiste. On veut être utile, voilà. Et comment porter nos propositions, notre voix, mais surtout dans l'objectif de, je le répète, de gagner. Il peut y avoir des surprises. On nous dit que le second tour, c'est de toute façon droite, Front National. Non, il peut y avoir effectivement, et il y a dans ce pays, on l'a vu avec le mouvement social du printemps, contre la loi El Khomri, des forces qui sont disponibles pour empêcher de nouvelles régressions sociales, parce que c'est ce qui nous guette avec la droite et le Front National, de nouvelles régressions sociales et même sociétales. D'accord. Quels sont vos points de divergence ? Vous en parliez tout à l'heure en un mot. Non, il y a plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous divise, donc je peux en faire l'étalage ici. Donc, de toute façon, quel que soit le vote, le dernier mot appartient aux communistes. Moi, je me rallierai à l'option majoritaire choisie par les communistes. Jean-Marc Coppola, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal communiste Front de Gauche et que vos militants sont appelés à voter jusqu'à samedi pour ou contre un ralliement derrière la candidature unique de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. À un mois de Noël, la polémique sur les crèches dans les bâtiments publics ressurgit. Le Conseil d'État a pourtant donné son accord il y a 2 semaines à condition que le caractère culturel, festif ou artistique soit établi. À Avignon, la question divise. Frédéric Poré, Olivier Ducrot-Renaudat. Donc là, c'est la pétition qui a été lancée suite à la décision du Conseil d'État du 9 novembre dernier. Cette décision du Conseil d'État est assortie de conditions. L'installation de la crèche dans les mairies doit s'inscrire dans le temps festif lié à la célébration de Noël, qu'elle ne soit accompagnée d'aucune initiative teintée de prosélytisme religieux et qu'elle revête le caractère d'une manifestation culturelle ou festive. Une décision qui a le don d'exaspérer André Mathieu, l'élu socialiste. Quand on reprend bien l'article 28 de la loi de 1905, on nous explique bien
que les collectivités, les élus, on n'a pas à promotionner ou à aider un culte. On lui doit permettre tout son épanouissement, mais on ne doit pas le promotionner. La pétition en ligne de Stéphanie Paris relance la polémique. On peut y lire que Noël est un événement culturel, que la municipalité socialiste d'Avignon, enfermée dans sa posture idéologique, le veuille ou non. La décision du Conseil d'État rappelle que les crèches de Noël sont un événement culturel. Alors c'est vrai que si on met une crèche dans une église, ça devient un événement cultuel, les croyants s'y rendent, etc. Là, la décision du Conseil d'État a montré que c'était un événement culturel, donc la crèche de Noël doit revenir dans un lieu de tous les Français, de tous les Avignonnais. Voilà, donc l'hôtel de ville. La grande crèche d'Avignon ne retrouvera pas le hall de l'hôtel de ville cette année. Elle sera installée dans l'église des Célestins. Nul doute que les controverses ne sont pas prêtes de s'éteindre. Quelle solution face à la perte d'autonomie? Jusqu'à demain soir, un salon propose des solutions à Marseille. On y attend 10 000 personnes. Valérie Chening, Xavier Schuffenecker. Imagination et créativité aux commandes du salon autonomique au Parc Chano à Marseille. Presque toutes les formes de handicap y sont envisagées sous l'angle technique, humain, administratif ou financier. Ce dossier de fauteuil est astucieux. Il a été mis au point par un ingénieur handicapé. Il donne une grande liberté de mouvement. On peut bouger dans tous les sens, c'est très intéressant, ça évite d'avoir donc des points d'appui, ça permet donc d'avoir un dossier qui est complètement personnalisable, qui est rethermoformable, donc si on prend du poids ou quoi, c'est quelque chose qui permet ça nous rentre comme un gant. On peut intégrer une ceinture, on peut s'habiller par-dessus. L'autonomie, c'est aussi de pouvoir emprunter les transports en commun. Le service métropolitain de transport à la demande est en voie d'harmonisation. Donc on va avoir la possibilité d'aller d'un endroit à un autre sur le territoire pour le prix d'un ticket de bus normal, pour peu que l'on soit inscrit sur une liste et que l'on en fasse la demande. Et les transports peuvent se faire sur certains territoires avec des demandes qui sont faites 2 heures avant le transport, et d'autres qui sont faites 24 heures avant, jusqu'à 24 heures avant. Ça dépend des services qui sont mobilisés et que l'on regroupe au sein de la métropole aujourd'hui. En plus des aides innovantes à l'autonomie, de nombreuses démonstrations sportives et culturelles émaillent le 8e salon autonomique jusqu'à demain soir. Plus de 10 000 visiteurs y sont attendus. À suivre tout de suite dans vos éditions locales à Toulon, cette grève de la faim entamée par le propriétaire d'un puma. Et puis à Marseille, il sera question de jazz à l'hôpital. On se retrouve juste après pour un bref rappel de l'actualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale du Var. Ils ont fait de l'hospitalité et de la solidarité une règle. Les familles d'accueil du réseau Welcome n'ont pas attendu l'ouverture de centres pour migrants pour accueillir des demandeurs d'asile. Un exemple au Revest avec ce couple de Varois qui aide Alcénie, un jeune Guinéen. Bonjour Alcénie, ça va depuis que tu es chez Jean et Catherine? Ça fait quand même 10 jours maintenant. Catherine et Jean font partie du réseau Welcome. Pendant quelques semaines, ils vont héberger Alcénie. Ce jeune Guinéen de 18 ans est demandeur d'asile. Après des mois de galère, à dormir parfois dehors, il découvre enfin l'hospitalité. C'est pas grand-chose dans l'océan des choses à faire, mais c'est beaucoup pour Alcine et nous, on a la possibilité, on a la place, ça nous coûte rien. Au contraire, ça nous enrichit. Aujourd'hui, tout va bien. Parce que je suis là comme je suis chez moi, donc il me prend en l'air là comme les enfants. Il n'a pas mis de différence, comme je suis noir ou ils sont blancs, ils n'ont pas mis de différence. Ce qu'ils ont vécu, je le souhaite à personne, quoi. Je le souhaite à personne. Et là, ça dit une récompense, mais on lui donne ce qu'il n'a pas eu, quoi. Alcénie fait donc un peu partie de la famille. Il a ici sa propre chambre, et même plus. Oui, ici c'est ma chambre, donc je viens ici, je n'ai rien, je viens ici avec une seule habit et une seule sac, mais aujourd'hui ça va, on m'a acheté des chaussures, donc voici mon placard, ici tout est rempli maintenant, j'ai beaucoup de choses. Un moment de répit, d'espoir alors qu'il a connu le pire. À 17 ans, cet orphelin traverse l'Afrique et surtout la Méditerranée à bord d'un Zodiac surchargé
avant d'être secourus. On était au nombre de 150. On était vraiment nombreux. Donc là-bas, comme il y a beaucoup de gens, les gens font de force pour avoir de place. Donc il y a certains qui ont décédé parmi nous là-bas maintenant. Certains sont morts dans le bateau? Oui, certains sont morts. Donc j'ai vu comment les gens sont en train de mourir. Donc moi aussi j'ai eu peur. J'ai dit donc moi aussi je veux mourir comme ça. La guerre, la misère, l'oppression poussent de nombreux migrants vers l'Europe. Pour le réseau Welcome, chacun peut agir. Souvent les gens ont peur, ils disent mais c'est dangereux, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Alors qu'actuellement, depuis que j'ai lancé cette opération dans Toulon et les environs, il y a 1 an et demi, on en a accueilli 47 et on n'a jamais eu aucun problème. Aujourd'hui, le Var compte une quarantaine de familles d'accueil. Une bonne nouvelle pour les automobilistes de l'agglomération toulonnaise. Ce matin, le groupe Vinci a inauguré le nouveau centre d'exploitation de Toulon, installé à la Bastide Verte, qui permet la surveillance vidéo du réseau autoroutier. Et le groupe a également présenté le projet d'élargissement de l'A57 qui traverse Toulon. C'est depuis l'ancien centre autoroutier de la Dirmed que le réseau Escota va dès le mois de décembre entamer son projet d'élargissement à 3 voies de l'autoroute depuis le Tombadou-Sainte-Mus. On va agir de 2 manières. D'abord occuper tous les espaces disponibles, notamment dans ce qu'on appelle le terre-plein central, c'est-à-dire la zone qui sépare les 2 sens de circulation, mais aussi prendre tout ce qui peut exister, et ici ou là c'est le cas, comme terrains qui font partie de l'emprise autoroutière, et aussi, j'allais dire malheureusement, mais c'est une nécessité, procéder à des expropriations. Environ 1 kilomètre de routes sont concernés dans la première phase, un aménagement utile pour le lancement de la seconde, prévue en 2019, celle de la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute urbaine sans péage. Pour l'usager toulonnais, je dirais qu'il n'y a pas d'impact. Le mécanisme qui est à l'œuvre, c'est un allongement de la durée du contrat de concession d'Escota, un allongement de 4 ans, puisqu'aujourd'hui donc la concession durera jusque 2032. Une bonne nouvelle aussi pour les élus des communes de La Garde, La Valette et Toulon, et surtout pour les usagers soumis aux caprices de la régulation liée à la fluidité du tunnel. Aujourd'hui, au-delà de cette implantation qui est le problème de Vinci, pour nous, les collectivités, c'est un moment important. On avance comme on l'avait promis et on avance encore plus vite puisque le Tombadou sera réalisé avant le mois d'avril. Coût du chantier dans sa globalité, environ 300 millions d'euros, 100% à la charge de Vinci, date de livraison de l'ensemble prévue en 2025. Une poignée d'infirmiers a manifesté ce matin devant le conseil départemental. Ils protestent contre la réforme du système de santé qui, selon eux, crée une santé low cost et maltraite les soignants. Nous souhaitons avoir notre place reconnue auprès de la médecine ambulatoire qui fait partie de la nouvelle loi de santé, qui évince en grande partie la médecine libérale, alors que nous sommes une profession au cœur de cette santé des gens et nous avons notre place à revendiquer. Jackie Muller poursuit son combat pour son Puma. Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines. Faute d'un agrément validé par la justice, Jackie Muller ne peut ramener son Puma chez lui en Normandie. Depuis 15 jours, il fait une grève de la faim devant le tribunal de Toulon pour tenter de faire infléchir la justice et sauver son Puma toujours hébergé au zoo du Mont-Faron. Je fais la grève de la faim pour avoir un certificat de capacité probatoire pour mon animal. La situation se passe que, bon, pour l'instant c'est statu quo, aucune réponse de la préfecture. On attend toujours par rapport à la lettre de mon avocat qui a été envoyée au préfet. Un théâtre rené à Toulon, le théâtre Colbert, créé dans les années 70, avait été abandonné assez rapidement. Ce soir, ce nouveau lieu de culture toulonnais rouvrira officiellement ses portes pour présenter son programme pour la saison 2016-2017. On a une programmation très variée, très hétéroclite et surtout populaire. On a envie de toucher le maximum de public en fait. Donc on recevra ici plusieurs disciplines culturelles, notamment de l'humour, mais aussi du théâtre, de la musique du monde, de la chanson, des opérettes. On n'est pas fermé en fait, on pourra vraiment s'adapter à toutes sortes de représentations. Voilà, c'est la fin de votre édition locale. On se quitte avec quelques images de notre skipper varois engagé dans le Vendée Globe. Sébastien Destremaux, avant-dernier de la course, vient de franchir l'équateur. Tout de suite, le rappel des titres de votre actualité régionale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à demain si vous le voulez bien. Et on n'est pas fâché d'être dans le sud. Depuis, évidemment, on a pris les alizés de sud-est